Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 décembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Dans un instant, Philippe Tréhard, directeur du développement de FC Metz Stadium, sera avec nous pour évoquer le projet de rénovation du stade Saint-Symphorien. Mais avant ça, place à notre fait du jour. Ça y est, enfin, l'Olympique de Marseille tient sa première victoire de la saison en Ligue des Champions. Les Marseillais avaient hier soir une avant-dernière chance de sauver l'honneur lors de cette 5e journée de phase de poule. Porté par un doublé sur pénalty de Dimitri Payet, l'OM s'est imposé 2-1 sur sa pelouse face à l'Olympiakos et décroche ainsi ses 3 premiers points dans la compétition. Payet a inscrit au passage ses premiers buts en Ligue des Champions à l'occasion de sa 20e apparition. Bon, dans le contenu, on va pas se mentir, c'était un match assez pauvre. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur demander plus ? Bon, la victoire est là. Alors si leurs rêves de Ligue Europa sont toujours vivaces, l'OM devra réaliser l'exploit la semaine prochaine à Manchester City. Parce que oui, Marseille est revenu à hauteur de l'Olympiakos dans ce groupe C, mais Marseille est toujours devancé par le club grec à la différence de buts particulière. La semaine prochaine, alors que l'Olympiakos recevra un Porto déjà qualifié, les Olympiens devront faire mieux qu'eux pour espérer être rebasculés en Europa League. Dans moins d'une heure maintenant, le Stade Rennais affronte Krasnodar pour lui aussi son 5e match de Ligue des Champions. Un match avec à la clé une place pour les 16e de finale de Ligue Europa au printemps. Un rendez-vous crucial pour se rassurer et pour décrocher peut-être la première victoire de l'histoire du club dans la compétition. Krasnodar-Rennes, coup d'envoi à 18h55. Et puis à 21h, ce sont les Parisiens, 2e de leur groupe, qui ont leur destin entre leurs mains. Victoire quasi impérative sur la pelouse de Manchester United. Encore privés de nombreux joueurs et avec 2 défaites lors de leurs 3 premiers matchs de phase de poule, les Parisiens sont dos au mur. Chaque mercredi, un des acteurs de la Ligue 1 est notre invité dans Flash Foot. Et aujourd'hui, cap sur Metz. Les travaux engagés depuis de nombreux mois du côté du stade Saint-Symphorien et du centre d'entraînement de Frascati se poursuivent. Pour en parler, je suis avec monsieur Philippe Tréhard, directeur du développement de FC Metz Stadium. Bonjour monsieur Tréhard. Bonjour Sarah. Alors après avoir vécu et après avoir accueilli vos adversaires monsieur Tréhard dans des installations provisoires depuis près d'1 an et demi maintenant, vous avez inauguré dimanche dernier, à l'occasion de la réception de Brest, une partie de la tribune sud, tribune flambant neuve du stade Saint-Symphorien. Elle datait des années 70. C'était une étape importante pour le club. Oui, effectivement, ça marque le début du fonctionnement de cette tribune. Et puis, côté sportif, il était important d'avoir ces vestiaires pour nous permettre de libérer les installations provisoires. Alors, ça inclut pour l'instant de nouveaux vestiaires pour joueurs et pour arbitres, effectivement, un nouvel espace aussi pour la presse. Vous avez effectivement les vestiaires d'arbitres, salles de presse, un certain nombre d'équipements, c'est très très large, c'est une partie importante de la tribune. Mais pas que, puisque après ce R0, il viendra 5 autres étages pour une surface totale de 22 000 mètres de plancher. Une inauguration qui s'est faite sans supporters, malheureusement. Et justement, en fonction des différentes annonces gouvernementales, monsieur Tréhard, quand espérez-vous réaccueillir du public à Saint-Symphorien ? Le plus tôt possible, mais à ce jour, je crois que c'est difficile de dire encore comment les choses vont se passer. Je pense que progressivement, on va pouvoir retrouver une jauge acceptable et en espérant que les mesures qui sont prises nous permettront de retrouver l'ensemble de nos supporters, sachant qu'en plus, nous avons augmenté la capacité du stade avec cette nouvelle tribune, puisqu'on va passer au-dessus des 30 000 places. Donc on a effectivement hâte de pouvoir remplir ce stade. Des travaux qui, vous le disiez, ont été un peu contrariés par la crise sanitaire ? Oui, comme toutes les activités, la crise sanitaire a directement impacté les travaux de la tribune. D'abord parce que lors du premier confinement, le chantier a été complètement fermé. Et ensuite, au moment de sa réouverture, les mesures de distanciation mises en place ont fait que la coactivité réduisait le nombre de personnel travaillant sur ce chantier. Et puis encore plus récemment, quand une entreprise intervenante avait un cas Covid, l'ensemble des collaborateurs de cette entreprise devaient s'arrêter en tant que cas contact. Donc forcément, on a pris du retard. Alors c'est un changement qui permet aussi de transformer le FC Metz en une véritable entreprise d'événementiel et d'entertainment. Voilà, c'est le club qui poursuit un peu sa stratégie de diversification des activités, c'est ça le projet ? Oui, la reconstruction de la tribune sud, c'est effectivement le moyen de transformer le stade Saint-Symphorien en un stade multifonctionnel. Alors cette tribune, comme j'ai dit, avec 22 mètres carrés de plancher, va accueillir de nombreuses activités, à savoir déjà une activité de MICE, séminaire, des installations d'hospitalité bien sûr,
mais également un étage réservé au coworking, loué, on l'espère, à des entreprises du monde des médias. Et puis quelque chose d'assez innovant, puisque on va ouvrir un cercle d'affaires privé qui, avec son restaurant, avec son bar, ses salons, pourra accueillir les membres qui seront issus du monde de l'entreprise, du monde culturel, des arts, universitaires, etc. Le but, finalement, c'est de transformer le stade en un lieu de vie 365 jours par an. Et oui, puisque effectivement, le football, c'est 19 jours, quelques jours en plus parfois, mais globalement, il faut réussir à rentabiliser cet investissement, et c'est donc à travers de ces activités. À ajouter également que le stade pourra servir pour ce qu'on appelle des big events, concerts, autres manifestations, spectacles, autres manifestations sportives en dehors du football. Donc c'est aussi une des activités qu'on souhaite mettre en place dans le stade. Alors ça fait plusieurs années maintenant que le FC Metz travaille sur cet ambitieux projet de rénovation du stade Saint-Symphorien. Ça fait combien de temps exactement, Monsieur Tréhard, que le projet s'est mis en place ? Les projets de rénovation du stade sont relativement anciens, et celui sur lequel on travaille a quasiment 10 ans. Mais il était nécessaire, pour nous permettre d'investir, d'avoir la propriété du stade. Alors à travers un bail emphytéotique de 50 ans, aujourd'hui nous le sommes, et c'est ce qui nous permet d'investir. Alors ça, ce sont les grandes lignes de ce projet de modernisation. Et vous l'avez dit, il faut préciser aussi qu'il y a 2 ans, le club est devenu propriétaire du stade. Et c'est l'un des seuls clubs en Ligue 1 qui est propriétaire avec le Groupama Stadium de l'Olympique Lyonnais. Ça aussi, c'est important pour Metz. Oui, je l'ai dit, c'est important. Il est difficile d'imaginer investir des sommes très importantes dans un stade qui ne nous appartient pas, puisque ces investissements vont se traduire par des revenus, et ces revenus reviendront au club en tant que propriétaire du stade. Du coup, l'intégralité des revenus générés par l'exploitation du stade reviendront dans les caisses du club, Monsieur Tréhard ? Oui, ce sera le cas. Et c'est le club aussi qui a réglé l'intégralité des travaux ? Alors nous avons bénéficié d'une subvention, mais la majeure partie de l'investissement est réalisée par le club. Aujourd'hui, donc, la tribune sud se termine. Les travaux de l'angle sud-ouest ont déjà commencé et devront être finis à l'été. Viendra ensuite, pas ensuite, mais de façon concomitante, la construction de la tribune sud-est, de l'angle sud-est. Et finalement, l'intégralité du stade sera entourée d'une double pont pour lui donner une cohérence architecturale. Alors la livraison du stade dans son intégralité est prévue pour quand exactement, Monsieur Tréhard ? L'objectif est d'être prêt pour le début de la saison 22-23. Il y a déjà beaucoup de choses qui évoluent. Simplement, là, 22-23, l'ensemble de la rénovation sera terminé, y compris donc cette double pont. Monsieur Tréhard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une très belle saison du côté de Metz. Mais très bien, merci beaucoup, Sarah. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les mercredis, je vous raconte dans Flash Foot les coulisses d'un événement marquant de notre foot. C'est l'heure de notre rubrique Vintage. Aujourd'hui, jour de Ligue des Champions, alors que le Paris Saint-Germain affronte Manchester United et que ce sont les retrouvailles avec Edinson Cavani, eh bien, j'ai voulu m'intéresser à ce qui, dans l'imaginaire de beaucoup de supporters, sont les joueurs passés par le PSG qui ont marqué contre eux par la suite. C'est pas complètement faux, c'est pas un mythe, c'est même assez récurrent. On compte plus les anciens Parisiens partis du club, parfois en plus en mauvais termes, et que l'on a revus en grande forme lors des retrouvailles avec leur ex. Est-ce que vous pouvez me citer quelques-uns des anciens joueurs parisiens qui ont marqué contre leur ancien club ? Sachez déjà que c'est Bernard Bureau qui a marqué le plus de buts contre le PSG après son passage dans le club. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est un ancien attaquant des années 80, parisien de naissance. Il avait inscrit 5 buts, dont 2 doublés face à Paris sous les couleurs du LOSC. Récemment, il y a eu déjà samedi soir face à Bordeaux Yacine Adli qui a marqué contre le Paris Saint-Germain. Au mois de novembre, c'est un autre Titi, Christopher Nkunku, qui avait inscrit contre son club formateur un but avec le RB Leipzig, toujours en Ligue des Champions. Premier but de sa carrière dans la compétition qu'il avait évidemment célébré, ça n'avait pas trop plu aux supporters parisiens. Pas de célébration en revanche pour Kingsley Coman cet été, on s'en souvient, c'est lui qui avait été le bourreau du PSG en inscrivant l'unique but de la rencontre en finale de Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Mais avant eux, il y a eu Fabrice Fiorez, Fabrice Abriel, Lorik Sana, bien sûr, parti chez l'ennemi. En plus, il avait marqué en 2008-2009 sous les couleurs de l'OM, avec une célébration bien revancharde. Dans le même style, il y a eu Gabi Heinze aussi, Jérôme Leroy avec Evian, Younous Sankaré, d'abord avec Dijon, puis il a remis ça avec Bordeaux il y a 2 ans. Pierre-Alain Fro, Mevlou Terding avec Saint-Etienne, Mathieu Baudemer avec Nice il y a 5 ans, ou encore Johan Cabaye tout juste la saison dernière, comme Erding sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Alors Edinson viendra-t-il allonger cette liste ? Cavani buteur ce soir, la cote est à 2,87. À vos paris.
Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain.